Aujourd'hui, sur Radio Fractal, nous recevons 3 photographes de l'exposition Topographie sensible, Lucas Castel, Théo Bécher et Solal Israël. Ils exposent aux côtés de Bertrand Cavalier et d'Alice Palot, que nous recevrons dans l'émission suivante. Lucas a réalisé sa série 2e saison avec Mathilde Maoudou, mais malheureusement Mathilde ne peut être présente au montage, étant en résidence actuellement. Alors, l'exposition collective Topographie sensible inaugure notre saison 2023, nommée Troubles Fêtes, Cosmogonie spéculative, et dont la programmation se déploiera en hors les murs dans des modalités déterritorialisées. Notre premier amarrage s'ancre donc à la galerie Talmar dès le 18 janvier, où 2 expositions dédiées au médium photographique et à l'image en mouvement sondent les questions de territoire, d'espace, de forme et d'intrication. L'exposition Topographie sensible entend donner un aperçu de traits de démarcation de recherche photographique qui explorent des problématiques environnementales. À l'ère de l'anthropocène, de l'exploitation prédatrice de la nature, de l'urbanisation accélérée, les travaux exposés questionnent avant tout la relation ambiguë que nous entretenons avec notre environnement. Elle nous sensibilise à sa vulnérabilité et elle nous invite à des cohabitations plus empathiques entre humains et non-humains. Nous verrons lors de nos entretiens comment chaque photographe convoque à sa façon le sensible et sollicite notre réceptivité à des réalités silencieuses et cachées. Lucas et Mathilde nous sensibilisent à la situation sinistrée du village Salot dans les Pyrénées, tandis que Théo et Solal ont photographié des personnes qui ont été frappées par la foudre, mais qui ont survécu à Azeraï. Et ils ont également photographié le paysage où a eu lieu cet événement traumatique. Alors, nous commençons par interviewer Lucas. Pourrais-tu nous expliquer comment tu as rencontré Mathilde et comment vous avez choisi de travailler ensemble sur des questions environnementales et industrielles? Bonjour Ariane, d'abord avant tout. Et ensuite, pour répondre à ta question, on a travaillé ensemble. En fait, on s'est rencontrés durant nos études à l'école Le 75 à Bruxelles, qui est une école d'art et d'image, qui historiquement a une option un petit peu documentaire et une approche de la photographie assez documentaire. Et durant nos études, on a commencé en 2015, on a fini en 2018, et durant nos études, on a eu beaucoup d'intérêt mutuellement pour nos approches respectives. Et c'est en 2018, lors de notre jury, qu'on a manifesté l'envie mutuelle de travailler avec l'un et l'autre. Chacun vous intéressait à des questions environnementales respectivement et vous avez eu envie d'unir vos centres d'intérêt respectifs. Comment vous avez choisi cet axe en commun ? En fait, c'est un peu plus complexe que ça parce que à la fois on travaille sur des thématiques similaires, mais à la fois c'était des projets quand même relativement différents. Mathilde, elle travaillait beaucoup la notion d'une industrie qui vient perturber un territoire d'un point de vue économique, social et écologique. Moi également, mais plus en suivant par exemple des mouvements de désobéissance civile ou des projets industriels qui sont souvent liés à l'énergie et à cette question compliquée et épineuse de la production d'énergie en Europe. Alors, vous vous êtes intéressé à la situation du village Salot dans les Pyrénées avec Mathilde. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la situation de ce village ? Peux-tu nous expliquer un petit peu aussi le contexte ? C'est comme souvent un peu le fruit du hasard. Hein. Il y a une part de hasard et d'une belle rencontre. Il se trouve que en 2018, j'étais assez proche d'un cabinet d'avocats qui est le cabinet TTLA à Paris, qui est spécialisé dans la défense de l'environnement. Et en tant que photographe, j'étais en rendez-vous avec des avocats qui me parlaient. En fait, à l'occasion, je m'intéressais au nucléaire et à des recherches sur le nucléaire. Et puis une avocate que je connais un peu plus personnellement me dit qu'elle travaille sur un village qui se bat contre
contre le renouveau minier et contre un projet industriel qui a existé dans les années 80 et qui a le projet de renaître depuis 2015 dans les Pyrénées. Et elle m'a pitché l'idée, comme on dit. Elle m'a pitché un petit peu l'histoire. Ça m'a semblé hyper intéressant parce que ça mêlait vraiment des thématiques que j'affectionnais particulièrement, de notions de territoire et d'industrialisation, et puis de réindustrialisation, parce que dans ce cas-ci, la mine a existé. Et puis forcément, en y réfléchissant, je me suis souvenu qu'on s'était dit avec Mathilde qu'on avait envie de travailler ensemble. Ça matchait aussi avec les thématiques et ses centres d'intérêt. Et donc je l'ai appelée et directement, elle m'a dit, mais évidemment, l'histoire semble intéressante et il y a un sujet à traiter, on a envie de découvrir cette vallée. Et on est parti en septembre-octobre 2018, on est parti une première fois 10 jours avec un numéro de téléphone, celui de l'adjoint au maire, 0 contact sur place, et on est arrivé au village de Salot, c'était déjà une expérience de base d'arriver au village de Salot. Alors justement, donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que votre démarche permet de rendre visible un problème local qui est assez peu relayé par les médias, qui ne fait pas de bruit à l'échelle nationale et qui pose, comme tu soulignais, des problématiques mondiales de l'énergie. Alors, à votre arrivée dans le village, précisément, comment vous avez travaillé sur place ? D'abord dans vos rencontres avec les habitants, et puis après on évoquera peut-être votre approche photographique au sein du village. Donc comment s'est passé les premiers séjours les premiers séjours. Est-ce que vous avez commencé par des photographies ou d'abord par rencontrer les habitants, comment vous avez procédé? Bien sûr, c'est passé par la rencontre. L'idée était vraiment, on est arrivé là-bas avec assez peu de documentation parce que la problématique était pas très connue, en tout cas pas trop en Belgique, ça c'est sûr. Et même dans les grandes villes, on ne parlait pas trop du village de Salot et du projet minier. Il fallait qu'on ait des informations. Et pour avoir des informations, il faut aller rencontrer les gens. C'est un petit peu ce qu'on nous a inculqué aussi, je pense, un peu cette méthode de travail, de laisser les gens parler de leur territoire pour essayer de mieux le comprendre. Une méthode qui est un peu aussi anthropologique, qui s'appuie sur l'observation, la rencontre, l'écoute. Beaucoup de... sans du tout avoir cette prétention de dire qu'on fait de l'anthropologie. En soi, oui, ça doit avoir des points communs, des similarités, mais en même temps... Il y a quelque chose de beaucoup plus spontané aussi. Léger, en fait, l'adjoint au maire a un numéro de téléphone et c'est la première personne qui nous a reçus, celui qui nous a ouvert le gîte, en fait, dans lequel on s'est installé. Et dès qu'il a mis la clé à la porte, on lui a dit est-ce qu'on peut discuter ? Est-ce qu'on peut aussi se revoir demain ? Est-ce que tu peux nous présenter telle et telle personne ? Et donc vous avez bénéficié d'un accueil très favorable de la part du maire, d'une grande hospitalité dans l'ensemble. Alors pour être tout à fait honnête, les personnes qui se mobilisaient contre le projet minier parlaient beaucoup plus facilement que ceux qui se positionnaient pour. La région est hyper divisée, donc on est quand même sur une problématique qui est compliquée à traiter et où les tensions sont vraiment palpables. Parce qu'il y a vraiment un conflit... que fait naître ce projet de réouverture, notamment entre les natifs de la région et les néo-ruraux. Et puis entre ceux qui sont partisans de la réouverture pour des raisons économiques, ceux qui s'y opposent pour des raisons écologiques. C'est un territoire qui a une longue histoire, comme tous, mais il y a une tension qui est très palpable, mais du coup d'autant plus rencontrer les gens, ça nous permettait de les laisser parler de la problématique, et en fait naturellement, et c'est finalement la finalité de ce travail tient aussi dans une forme sonore. Oui, parce que dans l'exposition, précisons à nos auditeurs et auditrices qu'il y a la possibilité, via une écoute au casque, d'écouter des témoignages des habitants. Complètement. Et en fait, ces témoignages, ils sont le fruit de ces rencontres. Et au début, encore une fois, sans aucune prétention, en tout cas, on avait besoin juste de garder une trace de ces rencontres et de ces échanges avec les gens, les locaux. Et du coup, en fait, on a juste pris un enregistreur pour garder une trace. Et c'est bien plus tard, c'est 1 an, 2 ans plus tard, qu'on s'est dit, mais en fait, ça a peut-être une forme intéressante sonore. Peut-être qu'on pourrait essayer de compiler ces témoignages et les laisser, eux, parler de cette problématique aussi. Et nous, donner plus à un aspect photographique, de l'inspiration sur le paysage, des choses
voilà, on prend un petit peu moins position, on laisse les gens vraiment concernés de parler de leur problématique. Alors, dans votre approche photographique, vous avez opté pour quel parti pris? Il y a à la fois des photographies de la vallée qui donnent à voir la fragilité de la nature, l'impact de l'exploitation minière. Il y a aussi des photographies d'habitants. Voilà. Ouais. Quel équilibre avez-vous cherché à trouver entre ces deux axes? Je crois qu'on a essayé d'avant tout créer une atmosphère, créer une ambiance. En tout cas, sur la sélection d'images, par exemple, parce que c'est ce qu'on montre, hein, donc il y a beaucoup plus d'images forcément qui sont faites que celles que l'on montre. Et à un moment, on a dû faire des choix qui n'étaient pas toujours faciles, mais on s'est plus axé sur le paysage et après parfois sur certains portraits, mais vraiment dans une volonté de faire ressentir une ambiance qui est alimentée à la fois par une certaine tension, mais aussi une fragilité du territoire, tu l'as dit. Tous ces aspects qui font que la situation est compliquée, que les régions sont complexes et que les problématiques aussi. Tous ces facteurs-là, c'est ça qui a motivé la forme finale, si je puis dire, du projet et d'un point de vue esthétique. Cette série, deuxième saison, avant d'être exposée à la Galerie Talmar, a été présentée au festival Circulation avec un accrochage et un choix de tirage assez différents. Oui. À Circulation, il y avait peut-être davantage de portraits d'habitants, et le parti pris à Talmar est de mettre peut-être l'accent davantage sur la nature. Alors, peux-tu nous expliquer ce choix nouveau de tirage pour la Galerie Talmar? Je pense que c'est avant tout... je pense que le projet reste le même. Après, sur les formes plastiques, est-ce qu'il y a plus ou moins de portraits? On parle quand même d'une région, de cette fragilité d'un territoire. On parle de... Je pense que vraiment le projet reste le même. Après, effectivement, il y a moins de portraits. Il y a aussi une volonté pour nous de se réinventer. Et un projet qui, même s'il est exposé plusieurs fois, on avait un peu du mal à envisager de faire une formule d'exposition et de plus nous amuser avec les formes plastiques et avec les moyens de monstration, etc. Par rapport à vos questionnements sur le médium photographique, donc votre démarche est dans l'ensemble documentaire. Donc, il y a par moments des échappées qui semblent un peu plus fictionnelles. Il y a par exemple cette image du HLM qui baigne dans une lumière phosphorescente. On a l'impression que l'image devient quasi surnaturelle. Qu'est-ce que vous cherchez à susciter chez le spectateur Un sentiment, je pense, globalement. L'idée, c'est que les gens ressentent quelque chose. Au-delà d'avoir un point de vue extrêmement documentaire, oui, effectivement, ces HLM donnent une information. Ils ont été construits dans les années 80 pour la mine. Ils ont été occupés par 350 mineurs pendant 15 ans, pendant l'activité minière. Et après, ils ont été désertés en 86, lorsque la mine a fermé. Et aujourd'hui, c'est devenu pour une partie des résidences secondaires et pour une autre partie juste des logements inoccupés. Donc effectivement, il y a ce point de vue information. Ces HLM témoignent de quelque chose, d'une époque et d'une société. D'un autre côté, le jeu de la lumière, le jeu du cadrage, c'est avant tout des choix de notre part pour essayer de faire ressentir ce que nous, on a vécu sur place. Et puis, il faut le dire, la région est quand même très hostile. Ce village, on l'appelle le village Trois Soleils, parce qu'en hiver, il n'y a que 3 endroits où le soleil perce dans la vallée. Du coup, tout cet ensemble, tout ce qu'on a vécu, on avait envie de le transmettre d'une manière ou d'une autre. Et l'utilisation, par exemple, de ces lumières un petit peu étranges de nuit de ces HLM, c'est peut-être juste l'expression de ce que nous, on a ressenti, et dans une volonté de transmettre au public une ambiance. Oui, et puis donc cette étrangeté de la situation que vit le village aussi, ces tensions qui sont palpables à travers cette lumière. Et puis, donc, il y a une grande poésie dans vos images, tant à travers ce jeu de lumière, mais aussi ces cadrages très resserrés sur la végétation, qui donnent une beauté quasi picturale, je trouve, à la nature. Ouais, c'est un peu compliqué parfois d'envisager cette fragilité du territoire, de réussir à l'exprimer
Et elle est en tout cas restituée de manière très poétique et subtile. Et comme tu le soulignais, ces images questionnent le sensible et font vraiment appel à nos sens et nous amènent par le ressenti à mesurer pleinement les dangers écologiques qui pèsent sur cette vallée. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée. Voilà. En conclusion de notre entretien, Lucas, voilà, comme d'autres artistes de l'exposition, avec Mathilde, vous avez contribué à nous révéler des réalités un peu invisibilisées, enfin, à la fois connues de manière locale. Ouais. Vous avez privilégié une approche poétique avec une base documentaire, mais cette approche suggère plutôt qu'elle ne décrit de manière frontale, à l'opposé du réalisme sensationnaliste des médias. Votre travail documentaire et poétique, c'est vraiment une invitation à nourrir de nouvelles luttes. Je crois qu'il y a une dimension de lutte, un engagement qui te tient à cœur, que l'on retrouve aussi dans ta série German Coal, ce travail sur les mines de charbon en Allemagne. Peut-être que tu peux en dire quelques mots avant la fin de notre entretien. En quelques mots, c'est une série que j'ai commencée en 2016, principalement axée autour du mouvement de désobéissance civile Ende Gelände, qui est un mouvement d'origine allemande, mais en fait qui est un mouvement européen, parce que des pays du monde, de toute l'Europe se joignent chaque année pour bloquer des mines de charbon, enfin une mine de charbon chaque année, par la désobéissance civile, donc par l'occupation illégale mais non violente et dans la non-dégradation des installations. Et du coup, ce travail, malgré le fait qu'il a été réalisé entre 2015 et 2016, il revient aussi un petit peu, il est d'autant plus dans l'actualité aujourd'hui face aux défis énergétiques qui s'annoncent devant nous. Et puis en fait, il a été pas mal exposé cette année, et pour le moment, je suis en train de refaire des photos, d'autant plus qu'il y a pas mal d'actualités dans une mine en particulier, ce qui est la mine de Garsweiler, qui est près de Cologne. Tu as, je crois, un projet d'exposer German Coal avec de nouvelles images prochainement. Il y a eu des rencontres de nouveau qui se sont faites, et du coup des opportunités d'exposer à nouveau ce projet, ce qui donne envie de refaire des images, d'élargir la problématique à non pas seulement un mouvement de désobéissance civile, mais aussi à des milliers d'habitants, enfin s'intéresser aux presque 10 000 habitants qui ont été déplacés quand même, 12 villages détruits. C'est colossal. C'est assez inquiétant, et puis ça en dit long sur notre système capitaliste dans lequel on évolue. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui je me retrouve à refaire des images. Si je m'y attendais, c'était pas trop prévu, honnêtement. Et quand on est mordu, on est mordu. Je te remercie, Lucas, pour cet entretien, pour nous avoir exposé cette démarche à la fois engagée et sensible. Merci beaucoup. Alors, si avec Mathilde, vous soulignez la fragilité des écosystèmes, les dangers de l'industrie, Théo et Solal nous rappellent quant à eux notre fragilité humaine face à la toute-puissance de la nature et à certains de ces phénomènes dangereux comme la foudre. Bonjour Théo et Solal. Bonjour. Bonjour. Alors Théo, comment avez-vous rencontré Solal ? Alors avec Solal, on s'est rencontrés à l'école simplement, au 75 à Bruxelles, en 2011, où on a commencé notre bachelier en photographie. Quels sont vos axes respectifs de recherche dans votre approche photographique ? Moi, j'ai un travail plus plastique où je m'intéresse beaucoup à la matérialité de notre médium, où je tends à faire des analogies entre différents sujets et je les fais dialoguer à travers une réflexion sur la matière en général et surtout la matière photographique. Souvent. Théo ? De mon côté, j'ai développé un travail plutôt autour de la séparation entre nature et culture, et de réfléchir aux représentations que ça suscite et qu'est-ce qu'on peut modifier pour essayer de créer un rapport à l'environnement qui soit moins destructeur. C'est vraiment l'un des axes de l'exposition, tisser des relations plus respectueuses
avec les non-humains. Théo, pourquoi avez-vous choisi de travailler avec Solal sur ce fait divers de personnes fulgurées? Et pouvez-vous nous expliquer la différence aussi entre être fulguré et foudroyé? Bien, avec Solal, on a commencé à... Enfin, ça faisait quelques années qu'on avait envie de travailler ensemble. On n'avait pas vraiment trouvé... voilà, enfin, en tout cas, ça s'était pas venu encore, quoi. Et puis, j'ai entendu parler de l'histoire de ces fulgurés au travers d'un podcast de France Culture. Et puis voilà, simplement, j'en ai parlé à Solal et on s'est dit que nos deux approches pouvaient bien fonctionner, dans le sens où moi, je suis un peu moins tourné vers le portrait, et lui un peu plus. Donc nos démarches étaient assez complémentaires à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on verra dans l'exposition. D'ailleurs, il y a à la Ouais. fois des photographies de paysages, où s'est produit cet événement tragique, et en même temps des portraits des personnes Voilà. que vous avez rencontrées. Ouais. Solal, pouvez-vous nous expliquer la différence entre être foudroyé et fulguré? Parce que moi, j'ai découvert à travers votre travail la notion de fulguration. C'était notre cas aussi, on a pu faire la différence. Tout simplement, les personnes qui sont foudroyées sont pas là pour nous partager leur témoignage, car le foudroiement entraîne la mort, qu'elle soit directe ou après quelques jours ou quelques semaines en fonction de la gravité. Mais voilà, les fulgurés sont là pour raconter leur histoire. Voilà, donc ce phénomène de fulguration, c'est un phénomène dont on parle peu, qui est assez peu étudié par le corps médical, alors qu'il peut laisser des séquelles plus ou moins étendues chez les personnes qui en sont victimes. Donc c'est ce qui vous a interpellé aussi dans ce drame. Et vous avez donc choisi de rencontrer ces personnes et quand vous les avez rencontrées, vous avez mis en place un protocole. Théo, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce protocole que vous avez mis en place? Oui. Donc quand on est arrivé à Azraï en juillet 2020, on n'avait pas vraiment de contact sur place. On est un peu... C'était l'été au milieu du confinement, un peu... on pouvait sortir du pays, alors on était parti. Et donc on a mis sur place un procédé qui nous permettait de rencontrer les gens et puis de donner un peu un point de départ à la relation, quoi. Et donc on avait plusieurs points où on proposait d'abord de faire un portrait de la personne, ensuite de photographier l'endroit où la foudre les avait frappés, et ensuite un objet important en rapport à cet événement. Donc par exemple dans l'exposition il y a les chaussures de Jocelyne, parce que Jocelyne après l'accident a perdu l'usage de ses jambes pendant plusieurs mois alors qu'elle était une grande marcheuse. Donc voilà, ça a été un événement assez dur pour elle. Donc effectivement, certains objets photographiés suscitent des questions ou certaines positions. Dans la photo intitulée Herbert, pouvez-vous nous expliquer la position du bras et la présence de la table en bois, Solal? Lui, c'est via le pouce justement que la foudre est rentrée dans son corps. Donc là, c'est par exemple l'endroit du corps qu'on photographiait. Et la table, c'est simplement une table dans son jardin. Donc là, l'objet n'a pas une importance. C'était vraiment l'endroit du corps là, qu'on voulait mettre en avant. Alors Théo, votre démarche avec Solal s'inspire de la photographie documentaire, mais elle se double d'une approche plus expérimentale. Est-ce que vous pourriez nous évoquer certaines de vos expérimentations sur le médium dans les tirages qui sont exposés? Et est-ce que toutes ces expérimentations vous permettent aussi de traduire? Comme vous le disiez juste avant, c'est un sujet qui est assez peu étudié pour le moment en tout cas. Et donc il y a quelque chose d'impalpable aussi dans l'éclair, le foudroiement ou la fulguration. Et du coup, travailler sur des aspects un peu plus vaporeux, on va dire, un peu moins précis dans les tirages ou dans les images, ça nous permettait de susciter un peu cette donnée d'inconnu.
Donc il y a plusieurs choses qu'on a faites. Par exemple, on a utilisé du papier photosensible qui est normalement prévu pour faire du tirage en chambre noire, qu'on a mis directement dans une chambre 20-25. Et donc ça donne des images en négatif très rouges qui, pour nous, créent un rapport un peu à ce moment de fulguration. Qui peuvent évoquer ces brûlures internes aussi, oui, causées en fait, par la foudre, qui affectent la peau, les tissus. Oui, voilà, après, en fait, le foudroiement, ça n'a pas des conséquences physiques forcément très graves. Souvent, les brûlures sont assez superficielles. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus profond, plutôt psychologique en termes de conséquences, quoi. Et neurologique. Il y a par moments dans vos images, je trouve, une notion de sublime qui me rappelle un peu la notion de sublime dans le paysage cher à Kant. Par exemple, la photographie de l'arbre rouge, elle est tant attractive que répulsive. Je cite un extrait de sa critique du jugement. Dans la représentation du sublime de la nature, l'esprit se sent ému, tandis que dans ses jugements esthétiques sur le beau de la nature, il reste dans une calme contemplation. Cette émotion, surtout à son début, est comme un ébranlement dans lequel nous tous sentons alternativement et rapidement attirés et repoussés par le même objet. Il y a ici une attraction précisément égale à la répulsion qui agit sur la pure sensibilité. Comment la part de hasard, d'aléatoire intervient dans vos expérimentations, Solal ? Par exemple, on utilise le papier périmé dont parlait Théo, mais aussi des films périmés. Donc il y a toute une donnée inconnue sur laquelle on découvre ça quand on développe nos images nous-mêmes. Et ensuite, on veut justement créer un dialogue entre notre façon de traiter la photographie et ce sujet avec l'événement qui en soi est totalement hasardeux. L'orage était à 3 km, donc c'était peu probable qu'il se fasse toucher par la foudre. Il y a un côté qui est incontrôlable là-dedans. Et donc voilà, on voulait créer une analogie entre notre façon de travailler et cet événement-là. Il y a une photographie qui est particulièrement abstraite, qui s'intitule « L'événement ». Pourriez-vous expliquer cette forme d'abstraction justement plus poussée ? Oui, on peut même se demander si c'est finalement une photographie. Ouais, elle a une dimension quasiment surtout que, picturale. Ouais. En fait, c'était un accident. Donc c'était ce qui arrive souvent, autant dans ma pratique que dans celle de Solal. Donc c'est un heureux hasard. Oui. Et qui finalement pour nous fonctionnait bien visuellement pour créer un lien avec encore une fois avec cet éclair, avec la donnée un peu mystique du foudroiement, un rapport à, je sais pas, un futur indistinct, à l'oracle, quelque chose comme ça. Et pour décrire l'image... C'est un monochrome quasiment noir, traversé par une trace blanche. Exactement. Donc on rejoint aussi cette histoire oui, puis c'est un papier du un modernisme abstrait, pictural, indirectement. Ouais. Et donc avec cette dimension spirituelle aussi, mystique, comme tu l'évoquais. Ouais. Alors en conclusion de notre entretien, Théo Solal, donc vous avez opté pour un traitement intimiste et expérimental. Vos expérimentations complexifient la narration, on l'a évoqué, elles troublent la lisibilité de l'image et vous donnez vraiment une dimension fictionnelle au substrat documentaire. Mais vous dévoilez la fragilité de nos vies face aux forces antagonistes de certains phénomènes naturels. Mais votre série témoigne aussi de formes possibles de résilience. En conclusion de nos 3 entretiens, à l'opposé du dogme de maîtrise de la nature de la modernité, vos séries respectives nous amènent plus que jamais à repenser notre relation avec les milieux de vie de façon plus apaisée, dans une optique de coopération avec les non-humains, dans une palingénésie de recommencement. Merci Lucas, Théo et Solal pour cet entretien. Merci à toi.